Guerre en Ukraine, montée des tensions entre la Chine et les États-Unis, menace de conflit sur Taïwan, troubles dans le Golfe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le paysage stratégique est incertain. Et parallèlement à cela, on assiste à une reprise de la course aux armements. Cette course aux armements, elle est générale, elle est mondiale. Il n'y a pas une région du monde qui échappe. Chacun y contribue à sa manière selon ses propres capacités. Et en fait, la question que l'on peut se poser, c'est que est-ce que cette course peut constituer un objet de défense et donc permettre plus de stabilité, ou est-ce que elle n'entraîne pas plus d'instabilité? Le problème de la course aux armements, c'est que on connaît la ligne de départ, on ne connaît pas la ligne d'arrivée. Il n'y a pas de ligne d'arrivée. Dès qu'un pays s'arme un peu plus que l'autre, eh bien, son rival va vouloir ne pas lui laisser l'avantage, va s'armer de nouveau et très souvent va vouloir anticiper et continuer à maintenir une supériorité sur l'autre. Et donc, en fait, il y a une sorte d'effet un peu d'échelle de perroquet où chacun s'arme et en réaction, les autres continuent leur course aux armements. Selon CIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, CIPRI, qui fait vraiment la référence en la matière, les dépenses militaires mondiales en 2022, c'est 2240 milliards de dollars. Le chiffre donne le vertige. Et selon ce même organisme, elle pourrait, du fait de décisions qui sont d'ores et déjà prises, augmenter de 10% chaque année dans les années qui viennent. Du temps de la guerre froide, on a déjà assisté à une course aux armements. Et c'est ensuite qu'est venu l'arms control, la maîtrise des armements. C'était pas du désarmement. On fixait des plafonds à certains équipements militaires pour réduire justement cette course aux armements. Parce que le problème de la course aux armements, c'est qu'il y a toujours là, une effet surprise, un pays qui va prendre l'avantage et donc elle ne se termine jamais. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette maîtrise des armements. Il n'y a pas de négociation sur la limite, par exemple, du nombre d'armes nucléaires que pourrait avoir la Chine et les États-Unis, comme il existait dans les années 70 entre l'URSS et les États-Unis. Et les accords qui existent entre la Russie et les États-Unis, on n'est pas sûr qu'ils soient renouvelés. Et certains, d'ailleurs, ont été déjà déchirés bien avant la guerre par les États-Unis. Chacun veut donc faire de la surenchère, alors que les finances publiques sont déjà tendues, qu'il y a des déficits, qu'il y a des besoins sociaux extrêmement importants. Mais effectivement, face à la menace de guerre, face à la menace d'être attaqué par un pays, eh bien, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, les parlements nationaux n'hésitent pas à voter des budgets militaires en hausse pour rassurer les opinions publiques. En Europe, la guerre en Ukraine a fait bondir les dépenses militaires. Il y avait un objectif qui avait été déterminé il y a déjà assez longtemps de 2% du PIB pour les dépenses de défense. Ce taux n'avait jamais été atteint, mais là, tous les pays se sont engagés à y parvenir. La Pologne dit même qu'elle fera à 4%. Les Allemands, qui étaient toujours très réticents aux dépenses militaires, ont créé, en plus de leur budget, un fonds spécial de 100 milliards d'euros pour les dépenses militaires sur les 5 ans qui viennent. Bref, tous les pays européens se réarment, participent à cette course armement, généralement pour acheter des armes aux États-Unis. La Chine s'est également lancée dans la course armement. Elle ne veut pas se laisser distancer par les États-Unis. Alors, les Chinois ont appris de l'expérience soviétique. C'est parce que les Soviétiques, qui avaient un PIB beaucoup plus faible que les États-Unis, ont voulu avoir le même niveau de dépenses militaires que Washington, qu'ils ont implosé. Les Chinois ne veulent pas avoir le même niveau de dépenses militaires des États-Unis, mais ils ne veulent pas être distancés, et donc ils ont largement augmenté leurs dépenses militaires. Et du coup, le Japon en fait de même, parce que le Japon craint un peu la Chine, et le Japon qui, y compris du temps de la guerre froide, quand il y avait la menace soviétique, et la menace chinoise aussi déjà pour le Japon, même si la Chine était moins importante militairement, le Japon qui avait toujours consacré moins de 1% de son PIB aux dépenses de défense, a décidé d'y consacrer lui aussi 2%. Alors on entend souvent dans les débats actuels à propos de la guerre d'Ukraine des attaques sur ce qu'on appelait les dividendes de la paix. On dit beaucoup qu'on a fait preuve de naïveté parce qu'on a de façon excessive réduit les dépenses militaires après le démantèlement, l'implosion de l'Union soviétique et la fin de la guerre froide. Mais c'était pas idiot de réduire les dépenses militaires lorsque ce qui a été la menace qui a fédéré les énergies européennes, qui a vraiment été le facteur stratégique numéro un pour tout le monde occidental, la menace soviétique a disparu. Il n'était pas nécessaire de conserver le même niveau de dépenses militaires après la fin de la guerre froide que pendant la guerre froide. De même qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a diminué le niveau des dépenses militaires. Mais on entend beaucoup dans les débats des reproches là-dessus. On a été naïf, on a cru aux dividendes de la paix. En fait, il n'y a pas eu de dividendes de la paix. Les dépenses militaires mondiales ont en fait très légèrement augmenté entre 1990 et 2000, 711 milliards de dollars en 90, 742 milliards en dollars courants en 2000. Donc, très légère, un peu le même niveau. C'est par la suite, le 11 septembre, la guerre en Irak, les différentes interventions militaires
qui ont vu les dépenses militaires exploser. Est-ce que pour autant les États-Unis se sentent plus en sécurité depuis leur augmentation phénoménale des dépenses militaires? Je vais vous citer des chiffres très précis. En 90, les dépenses militaires américaines, c'est 325 milliards de dollars. Légère réduction, dividende de la paix peut-être, 320 milliards en 2000. Mais 11 septembre, 533 milliards en 2005, 738 milliards en 2010 et en 2022, 876 milliards de dollars. Donc en réalité, presque 3 fois plus qu'à la fin de la guerre froide et 3 fois plus qu'au début de ce siècle. Alors la Chine a suivi. Les dépenses militaires chinoises, c'est à peine 10 milliards de dollars en 1990. Ça monte, 22 milliards, et puis là aussi, ça va suivre un rythme, 105 en 2010, de 157 en 2000 et environ 300 milliards aujourd'hui. Les troisièmes dépenses militaires du monde, c'est la Russie, 65 milliards en 2021, 86 milliards en 2022, guerre en Ukraine oblige. L'Inde est le quatrième pays, 81 milliards de dollars. L'Arabie Saoudite, 75 milliards, suivi par le Royaume-Uni, 68 milliards, l'Allemagne, 55, la France, 53, le Japon, 45 et la Corée du Sud, 46 milliards. Donc en fait, c'est depuis le début du XXIe siècle qu'on assiste à une explosion des dépenses militaires générales au niveau mondial. Par exemple, dans le Golfe, il y a aussi une course aux armements dans la mesure où ces pays du Golfe ont de plus en plus de ressources venant de l'extraction pétrolière. Ils consacrent une grande partie à leur niveau d'armement. Alors effectivement, on est en période de guerre, il faut s'armer pour mener des guerres de haute intensité, même si en réalité, je pense que l'armée russe a plutôt montré son inefficacité que la menace qu'elle pouvait représenter. Peut-être qu'il faudrait un peu faire une pause, s'arrêter, réfléchir à quoi correspondent toutes ces dépenses militaires. Et puis, comment se fait-il qu'on trouve toujours aussi facilement par rapport aux dépenses publiques pour augmenter les budgets militaires, mais que l'on a du mal à trouver les financements pourtant nécessaires pour lutter contre le changement climatique, qui lui aussi est une réelle menace. Il faudrait à tout le moins qu'il y ait une réflexion sur ce point et que par rapport aux menaces qui pèsent sur l'actualité, elles soient toutes prises en compte, pas seulement les menaces de guerre conventionnelle.